leitmotiv, bouger et vivre en harmonie avec la maladie. C'est clair que c'est ce qu'il faut absolument faire dans le Parkinson, bien vivre, on est dans la même gamme. Alors, la conférence n'est pas facile parce qu'il est beaucoup plus facile de parler du Parkinson débutant. Bon, voilà, ça c'est mon début. Oui, donc vous y êtes. Il est beaucoup plus facile de parler du Parkinson débutant, de la lune de miel, parce que le patient est content avec sa maladie, il la gère pas trop difficilement, mais il est clair qu'une fois arrivé au stade avancé, les choses se compliquent. Et donc, tant pour le patient que pour le médecin, ça devient d'autant plus de travail, d'explications, etc. Donc, c'est pas une partie facile, mais on va s'y atteler pendant 1 heure, et puis vous poserez vos questions en essayant d'avoir des questions qui restent générales. Parce que si c'est trop pointu, ça devient de la consultation, puis il vous renvoie à vos médecins respectifs. Alors, ce Parkinson, ah oui, je vous le dire, c'est pas. J'ai été arrêté là. Je vois qu'elle a fleuri la table, mais je vous fleuris aussi avec ce qu'on appelle la tulipe Parkinson. Vous savez que la tulipe Parkinson, elle a été sélectionnée en Hollande par l'Association européenne de la maladie Parkinson, qui était basée à Londres et qui a démarré dans les années 90, pour être une tulipe qui éclot le 11 avril, jour de la naissance de James Parkinson et généralement jour de la journée mondiale du Parkinson. Et donc c'est une variété qui éclot autour du 11 avril, et je peux le voir cela, c'est dans mon jardin. Donc j'en ai reçu, j'en ai mis au jardin, et effectivement c'est autour du 11 avril que ça sort, normalement. Bon voilà, merci pour les petites tulipes ici aussi. Alors, en consultation, nous avons effectivement 50% de patients en stade débutant, lune de miel, et puis 50% au stade avancé qui démarre à la fin de la lune de miel. On va repréciser ça. Et en fait, la lune de miel, elle est caractérisée de manière un peu arbitraire. Les médecins ont quand même dû trouver un critère qui disait que la lune de miel s'arrêtait, et l'idée c'est qu'on prend plus de 3, voire 4 prises de L-Dopa par jour. Que vous preniez le L-Dopa sous forme de Prolopa, de Stalévo. À un moment où on est à plus que 3-4 par jour, on sort de la lune de miel. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des fluctuations. On est obligé de prendre son médicament de manière régulière, de manière assez rapprochée. C'est ça, la définition de la fin de la lune de miel, c'est pas le but. Mais bon, qu'est-ce qu'on constate aussi à ce moment-là? C'est que les symptômes dits non moteurs vont être de plus en plus fréquents. Les symptômes non moteurs, c'est ceux qui sont les plus difficiles à soigner. Parce que les symptômes moteurs sont assez directement liés à l'insuffisance en dopamine, que quand vous avez des symptômes non moteurs, je pense à la constipation, je pense aux troubles urinaires, aux troubles psychologiques, tout ça, c'est moins lié à la dopamine et c'est plus compliqué à soigner. Et donc, à ce moment-là, on a besoin de plus de soins diversifiés et précis avec beaucoup plus d'explications, ce qui rallonge les consultations, c'est sûr. Alors, donc, effectivement, je rappelle cette charte des Parkinsoniens qui sort de l'EPDA, donc European Parkinson Disease Association, qui s'est lancée à Londres dans les années 90 et à laquelle toutes les structures parkinsoniennes d'Europe, tous les représentants des patients parkinsoniens adhèrent. Et donc ces personnes, les parkinsoniens, ont le droit à des praticiens démontrant un intérêt net pour la maladie de Parkinson. C'est clair que si votre médecin, quel qu'il soit, ne connaît pas bien la maladie de Parkinson, ça ne va pas aller. Surtout au stade avancé. Il faut un diagnostic juste et précis, ça c'est au début de la maladie, d'avoir accès à des services d'aide adéquats, de bénéficier de thérapies et soins spécialisés et de participer à la prise en charge de la maladie, c'est très important aussi. De pouvoir discuter avec le médecin et de pouvoir dire oui, moi je suis d'accord, mais j'aimerais bien savoir quoi, bon, participer à la prise en charge de leur maladie. Pour moi, c'est fondamental parce que ça permet alors ce qu'on appelle
l'adhérence au traitement. Si le médecin vous dit, voilà, vous faites comme ça, tac, 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 il n'y a pas à discuter, ça ne donne pas envie de suivre le traitement. Si on dit, voilà, il faudrait faire ça comme ça, et je vous explique pourquoi, ça aide le patient à bien suivre le traitement. Alors, mes conférences, c'est toujours comprendre permet d'agir. Si j'essaye de vous faire comprendre au mieux la maladie pour que vous vous rendiez compte de comment vous devez faire, pourquoi vous devez faire des choses comme ça. Et ça, c'est se baser sur Spinoza. Alors, j'ai une autre citation ici de Gary Chapman qui dit que la gestion de conflits, parlons plutôt ici de déséquilibre, on rentre dans une maladie où on va avoir des déséquilibres, est un art qui nécessite de l'empathie, de la patience, de l'écoute active et de la créativité. Ça résume toute la prise en charge du Parkinson avancé. Il faut être empathique, il faut de la patience, il faut bien écouter de manière active et de la créativité. Alors, on va commencer par définir c'est quoi le stade avancé, hein, comment arrive-t-on au stade avancé, et en parlant surtout de la perte des mouvements automatiques. Donc, je rappelle qu'un Parkinson, ça vous savez, c'est la perte de la substance noire. Vous voyez ici sur une coupe à la base du cerveau, chez un patient sain, la substance noire qui est bien présente à la découpe anatomique, et chez le patient parkinsonien, elle pâlit fort. Elle pâlit fort parce que le nombre de neurones qui est normalement présent, et ce n'est pas énorme. Je rappelle qu'un cerveau, c'est environ 20 à 100 milliards de neurones, et les substances noires, là que vous voyez, c'est environ 500 000 neurones par côté. Donc un petit million de neurones sont très ennuyeux. Et donc, effectivement, quand la maladie commence, les neurones disparaissent, ce qu'on voit là, et au moins il y a de neurones, au moins ça fonctionne bien. Et c'est ce qu'on va évidemment avoir dans le stade avancé, c'est que dans le stade avancé, on a de moins en moins de neurones disponibles pour faire fonctionner vos mouvements. Je vous rappelle que dopamine, c'est surtout le mouvement. Le mouvement, un peu l'attention et aussi la motivation. Il y a 3 facteurs qui sont directement liés à dopamine: mouvement, attention, concentration et motivation. Le reste, la constipation, les troubles urinaires, c'est plus la dopamine, et c'est là qu'il y a d'autres choses à faire dont on parlera tantôt. Et donc ici, en ce qui concerne le mouvement surtout, on voit que les neurones meurent parce qu'ils sont en fait encombrés de déchets organiques cellulaires qui n'arrivent plus à évacuer. Donc la plupart des patients parkinsoniens sont d'origine génétique, ce qui ne veut pas dire familiale. Génétique, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie génétique dans le neurone qui fait qu'à partir d'environ 50-60 ans, ces neurones sont tellement encombrés de déchets qu'ils arrivent à mourir eux-mêmes, alors qu'ils devraient tenir 80, 90 ans sans problème, quand il n'y a pas une génétique prédisposante. Alors, je rappelle aussi, et ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est que les neurones ont quand même une fonction importante. Je rappelle que le cerveau travaille avec des réseaux de neurones. Donc le neurone, il reçoit de la part des autres neurones des informations, il traite l'information et il envoie sa commande vers les neurones suivants. Quand vous perdez les neurones à dopamine, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave, on va prendre de la dopamine d'une manière ou d'une autre, et on va remonter d'autres dopamines dans le cerveau. Oui, d'accord. Ça ne remplace pas le travail du neurone. Le travail du neurone, ce n'est pas du constant. C'est à certains moments, je donne l'impulsion, je veux faire ça, je bouge, c'est des impulsions qui sont faites par les neurones au bon moment. Ce n'est pas simplement de la dopamine qui est là dans notre cerveau. Donc, il faut comprendre que quand la maladie évolue, il y a de moins en moins de neurones. Le travail neuronal va être de plus en plus compliqué et rester sur quelques neurones qui restent, quelques pourcents de neurones qui restent, et que ce n'est pas en mettant de la dopamine dans le cerveau que tout est réglé. Vous aidez ces neurones-là à travailler, mais vous ne remplacez pas le travail. C'est toute la complication qui fait que petit à petit, on perd des fonctions. Au début de la maladie, on peut encore couvrir, connu des Parkinsoniens qui faisaient des marathons.
Donc on fait beaucoup de choses dans la lune de miel. Pourquoi? Parce qu'on a encore pas mal de neurones qui savent faire le travail. Au plus on va avancer, au moins il y aura de neurones, au moins il y aura un travail de qualité de ces neurones-là. Oui, ils auront de la dopamine, mais ce n'est qu'une demi-solution. Ça, il faut bien comprendre, parce que parfois on a l'impression que le patient veut toujours revenir comme avant. Donnez-moi les médicaments et je reviens comme avant. Non, comme avant, c'est pas possible. Il vous manque des neurones. Il vous manque de la dopamine, bien sûr. La dopamine n'a pas encore réglé le problème, mais les neurones. D'où l'idée des greffes, c'est vrai, qui a été lancée déjà avant 2000. Hein, c'est les Mexicains qui ont commencé par faire les premières greffes en disant qu'il faut des neurones. Là, il faut remplacer les neurones. Comme vous savez, ça n'a pas marché. Il y a les rejets de greffe, etc. Mais il y a beaucoup plus compliqué que ça, que je vous signale d'emblée, qui est que, à la naissance, quand les neurones vont prendre place dans votre substance noire là-bas, ils sont guidés par ce qu'on appelle des protéines guides. Donc, quand nous sommes bébés, dans le ventre de notre maman, et puis progressivement, jusqu'à 20 ans à peu près, notre cerveau se développe. Notre cerveau se développe avec des neurones qui vont au bon endroit pour faire un bon travail. C'est une des pathologies. Ça, c'est par exemple l'autisme. Dans l'autisme, vous avez ce qu'on appelle une pathologie neurodéveloppementale, c'est-à-dire que les neurones ne vont pas nécessairement au bon endroit. Ils sont parfois trop nombreux à tel endroit, ce qui fait que l'autiste a des facultés extrêmes pour certaines choses, mais ils ne sont pas assez nombreux ailleurs. Du coup, l'autiste a des trous dans certaines fonctions. Donc, il y a des protéines guides qui vont guider le neurone pour qu'il prenne la bonne place. Et si je veux faire ça, et bien dans mon cerveau, il y a un neurone qui est au bon endroit pour commander ce mouvement-là. Alors, quand vous avez perdu des neurones, oui, on va vous faire une greffe de neurones, mais il faut que les greffes neuronales aillent bien prendre la place des neurones perdus. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible, entre autres, parce que les protéines guides, qui sont là pour guider le neurone dans la construction du cerveau, disparaissent à partir de 25-30 ans. Le corps humain considère qu'à 25-30 ans, le cerveau est réalisé, complet, bon fonctionnement, et donc toutes les protéines guides disparaissent. Et donc, quand vous faites une greffe à 70 ans, à 60 ans, il n'y a plus de protéines. Et donc, les neurones sont là, ils savent pas ce qu'il va faire. C'est tout le problème, il faut bien comprendre ça. Quand vous avez compris ça, vous avez compris Parkinson avancé. C'est-à-dire que pour le moment, il faut travailler avec les neurones qui restent et créer des compensations. C'est-à-dire que, heureusement, les neurones qui restent sont capables de compenser, en partie, pas totalement, les neurones perdus. Alors au départ, oui, hein, au départ, les neurones qui restent font quasiment tout le travail, d'où lune de miel, etc. Tout le travail est bien fait. Ben après, ça va devenir plus compliqué. Donc je rappelle que les 5 phases du Parkinson, avec la phase numéro 2 qu'on appelle le moment du diagnostic, le diagnostic qui se fait toujours pour le moment sur un plan moteur, c'est soit des tremblements qui apparaissent au repos, ou une lenteur d'un mouvement, souvent c'est la ménagère qui dit j'arrive plus à fouetter mes blancs en neige, etc. Enfin bon, une lenteur, un tremblement, amène le patient à consulter et à faire le DAT scan, à avoir la vue du neurologue et au lycéma et Parkinson, on va vous soigner. Je vous rappelle qu'il y a une période juste avant, la période numéro 1, au pré-diagnostic, où il peut y avoir des troubles de l'odorat, des troubles du sommeil, de la constipation qui commence, etc. Mais là, on n'est pas sûr du diagnostic, on doit simplement, ce sont des symptômes d'éveil. Donc, si vous avez des enfants, etc., et que vous dites, tiens, mes enfants pourraient devenir parkinsoniens, je vais quand même voir avec eux s'il y a un premier symptôme pour attirer l'attention des médecins ou du patient qui, dès les premiers signes moteurs, il doit consulter, pas laisser les choses aller. On appelle aussi le syndrome de jambes sans repos, qu'on peut rajouter là. Donc, il y a des symptômes avant les symptômes moteurs, on appelle ça la période prémotrice. Le diagnostic se fait toujours ici, clinique et ou DAT scan, que vous connaissez, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, on prend en charge. Alors, on prend en charge, dans un premier temps, on est vraiment au stade débutant, on vient de faire le diagnostic, et on vous
met un traitement sans dopage, consistant généralement en la rasagiline ou donc le fameux Azilec, qui est un IMAO, qui va agir dans le cerveau pour économiser la dopamine. Donc on ne vous donne pas directement de la dopamine, en plus, c'est pas trop bon. Il vaut mieux réserver la dopamine pour après. Mais dans un premier temps, on va essayer d'économiser la dopamine avec l'IMAO et avec des agonistes dopaminergiques. Et là, vous rentrez dans une première lune de miel, mais une lune de miel sans dopamine. On fait tout pour ne pas donner de la dopamine. Et ça peut durer 5 ans, voire 10 ans. Ça peut être plus court aussi. Alors, je rappelle les symptômes cliniques de départ qui sont l'étranglement, que je ne sais pas vous montrer sur une statue, mais aussi l'aspect de rigidité, de lenteur que vous évoquez cette statuette du temps de Charcot. Et puis, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est la prédominance en flexion de toutes les articulations. Vous voyez que le patient part au niveau du cou, des épaules, des coudes, des mains, des hanches, des genoux, des chevilles. Tout part en flexion. Et ça, il faut insister là-dessus qu'en dehors du traitement médicamenteux dont on vient de parler, il faut faire beaucoup d'exercices. Mouvement, bouger. Marquez là, bouger. Vous exercez pour retonifier vos extenseurs. Parce que ça, c'est la base. Donc ici, on est du temps de Charcot, donc on est en 1880. Et donc, Charcot faisait des conférences ou des ateliers, il montrait à ses élèves, les patients, ils essayaient de trouver des solutions, etc. Et donc ça, à l'époque, on a retrouvé dans les comptes rendus du temps de Charcot que la dame ici, c'était une comtesse à Paris, et elle avait plus ou moins 4-5 ans de maladie. Au bout de 4-5 ans, si vous n'êtes pas soigné du tout, si vous ne faites rien, vous pouvez être dans cet état-là. Et je rappelle aussi qu'à un moment, avant la DOPA, on considérait que la durée de vie d'un parkinsonien, c'était 9 ans. Un peu comme dans les cancers, on vous donne une durée de vie probable. Eh bien, avant 1960, avant 1960, la durée de vie d'un parkinsonien, c'était 9 ans. Quand on voit qu'il y a 4-5 ans déjà à ce stade-là, ça évoluait beaucoup plus vite avant. Ça, c'est clair. Heureusement, maintenant, grâce aux prises en charge et donc grâce au travail musculaire pour ces aspects-là et les médicaments préventifs dont je viens de vous parler, on a quand même bien contrôlé la maladie dès son début. Et après la première lune de miel sans dopa, à un moment, le patient ne peut plus faire autrement que de prendre de la dopa médicamenteuse. On ne parle pas de la dopa alimentaire. Certains connaissent le mucunapruriens, qui est un complément alimentaire à base de dopa que l'on donne en lune de miel sans aucun problème. C'est un complément alimentaire. Quand je vous parle ici de donner de la dopa, c'est de la dopa médicament. Donc, Prolopa, Stalevo, etc., qui sont de fortes concentrations de dopa, avec un inhibiteur qui permet à cette concentration de dopa de monter encore plus facilement le cerveau. Et donc là, on commence à donner de la dopa un jour, une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Jusque-là, vous êtes toujours en seconde lune de miel, donc la lune de miel numéro 2, si vous voulez, avec la dopa. Tout ça, ça reste de la lune de miel parce que le patient est très content avec ces 3 prises de dopa, il fait tout ce qu'il faut. Et puis arrive malheureusement un jour, au bout d'environ 10 ans d'évolution, et on passe dans le stade 5, qui est le stade avancé de la maladie, parce que 3-4 prises de dopa ne suffisent plus. Généralement, la 4e prise de dopa, c'est la prise nocturne. Donc on prend matin, midi, soir, ça dopa, et puis la nuit, on se rend compte qu'on commence à trembler la nuit, ou être ralenti la nuit, si on doit se lever. La nuit, on traîne un peu les pieds. Ça, c'est la 4e prise de dopa. Généralement, on prend dopa retard pour la nuit. Bon, eh bien, une fois que ces 3 plus 1 ne sont plus suffisantes, on rentre dans ce qu'on appelle les fluctuations avec nécessité de 5 prises, 6 prises, 7 prises par jour de dopa. Là, le médecin va s'adapter à ce qu'il voit chez le patient et ce que le patient lui dit. C'est aussi le moment où la kinésie nocturne donc, se marque sérieusement et les dyskinésies, c'est-à-dire qu'il y a parfois, lorsqu'on donne un rien de trop de dopa, des mouvements
mouvements exagérés qui apparaissent. Tout ça, c'est à gérer dans ce stade avancé. Donc, pour vous refaire un peu le programme du Parkinson, de l'évolution, donc à la naissance, vous avez 100% de neurones à dopamine. Bon, comme tout le monde, on perd des neurones en vieillissant, vu qu'on perd 40 000 neurones par jour. Je rappelle que c'est rien du tout par rapport à 20-100 milliards. 40 000 neurones par jour, ça ne fait même pas 10% à 100 ans. Donc on devrait arriver avec plus ou moins 90% de neurones à 100 ans. Malheureusement, dans le cas du Parkinson, les neurones s'encrassent, comme vous l'avez vu tantôt, finissent par mourir de mort naturelle, et plouf, la quantité de neurones dans la substance noire s'écoule. Et je vous rappelle que quand on est au moment du diagnostic, premier tremblement, première akinésie et ralentissement de certains gestes, eh bien, il y a déjà plus de 20% de neurones. On est à 20% de neurones restants au moment du diagnostic. Vous voyez la difficulté devant laquelle on est, et il est clair que l'avenir d'un maladie Parkinson, ça sera de pouvoir faire le diagnostic avant d'être là, d'une manière ou d'une autre, peut-être en se basant sur les symptômes prémoteurs que je vous ai signalés tantôt par mon bien. En se basant sur les symptômes prémoteurs, on trouvera peut-être le moyen un jour de faire le diagnostic quand on est dans la courbe descendante et pas attendre les 20%. Alors il reste 20% de neurones que l'on va essayer d'entretenir au mieux, c'est-à-dire pas trop vite leur donner de la dopa, parce que trop de dopa, c'est pas bon. Trop de dopa. Je ne veux pas dire que la dopa n'était pas bonne, mais trop, c'est pas bon au début. Donc on va essayer de soigner avec le moins de dopa possible au début, et suivre l'évolution progressivement, donner un préventif. On va parler de l'Azilec ou du Sadago par après, qui peut aussi avoir cet effet préventif, pour essayer que les neurones survivent le plus longtemps possible. Je vous dirais qu'on n'arrive jamais à zéro dans les questions qu'on pose. À quand je serai à 0 neurones? Ça n'arrive jamais. Il y a toujours bien des quelques neurones qui restent. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, il faut tout faire pour compenser les neurones perdus. Parce qu'on vous rendez bien compte, on ne sait pas pour mettre des neurones là-bas. Et les neurones qui restent doivent faire le travail de ceux qui sont plus. Et ça, c'est tout le travail déjà en lune de miel, mais encore bien plus en Parkinson au stade avancé. Alors, les premiers neurones qui disparaissent dans la maladie sont les neurones qui s'occupent des mouvements automatiques, des réflexes. C'est même une motricité un peu spéciale. La motricité, je prends, je bois, etc. Mais le réflexe, quand tu rattrapes quelque chose, c'est des neurones encore plus compétents, c'est encore plus vite. Et c'est ces neurones les plus compétents, plus développés, qui sont les plus sensibles à la maladie, qui partent en premier. Et donc, je vous rappelle qu'il y a 3 types de mouvements automatiques qui vont disparaître et qui disparaissent tout doucement pendant la lune de miel, mais qui vont sûrement être perdus au moment du stade avancé. C'est le ballon du bras. Hein, donc, c'est très bien qu'à normalement, on va marcher, on va lancer bien les deux bras. Le patient parkinsonien, il va plus balancer qu'un seul bras. C'est un mouvement automatique qui disparaît. Second mouvement automatique qui disparaît, c'est le clignement. Le clignement des yeux, vous ne réfléchissez pas du tout à cligner des yeux, mais on se cligne plusieurs fois par minute pour simplement mettre un peu de larmes et éviter que votre œil sèche. Ce qui se voit surtout quand il fait chaud, quand il y a du vent, etc. L'œil sèche plus vite et puis les gens disent « Ah, mais mon œil est rouge, il pleure. » Ah oui, il est rouge, il pleure parce qu'avant ça, il était sec. Et l'œil a cherché lui-même sa solution et il vous a fait pleurer. Donc le mieux, c'est une fois que la réduction du clignement est là et que vous voyez que vous avez une tendance aux yeux rouges et secs et pleurants, ben, il faut aller mettre du sérum physio vous-même en préventif 2-3 fois par jour, sûrement le matin, sûrement le soir. Ça se vend en pharmacie de manière libre. Hein. Le plus connu est l'hydrogel, mais vous en avez le Lacrista, il y a toutes sortes de colliers de sérum physio qui vous permettent de soulager votre œil. Et puis le troisième mouvement automatique qui disparaît, c'est la déglutition automatique.
moi, tout en vous parlant ici, j'avale en gros plus ou moins une fois par minute. Le peu de salive que je produis redescend dans mon œsophage naturellement. Vous savez qu'on avale 3000 fois par jour. Pour vous dire que c'est automatique, personne ne compte ça. Donc là aussi, c'est automatique, ça disparaît tout doucement, et à un certain moment, le patient dit, mais moi j'ai trop de salive en bouche, je ne sais pas. J'ai de la salive en bouche, et puis ça coule, et puis c'est pas beau, voilà. Alors, c'est pas qu'on fait trop de salive, c'est qu'on n'avale pas. C'est un déficit de déglutition de la salive. Donc il faut, et je conseille toujours aux conjoints, à l'aidant, d'avoir des biscuits absorbants avec lui, et quand il voit que le patient a de la salive en bouche, il commence à apparaître, ben, vite un petit biscuit, on avale sa salive, et on a réglé le problème. Donc ça c'est la première prise en charge du Parkinson avancé, c'est la prise en charge de la disparition du mouvement automatique. Parce que ça c'est difficile de l'éviter. Le reste se fera progressivement. Et je rappelle aussi que l'équilibre, c'est bras libre. Une fois que vous avez quelque chose en main, vos jambes ne sont plus maîtres d'elles-mêmes. Un meilleur exemple, vous vous mettez près d'un mur et vous dites à votre jambe, tourne vers l'extérieur. Et votre jambe tourne vers l'extérieur, sans aucun problème. Si en même temps vous dites, ma jambe tourne vers l'extérieur, mais mon bras tourne vers l'intérieur, regardez ce que fait votre jambe. Elle fait exactement ce que le bras fait. Donc la jambe est directement conditionnée par les bras. Donc une fois que vous marchez, mais que vous avez quelque chose en main, vos jambes sont un peu perdues. Donc n'oubliez pas, mon leitmotiv c'est l'équilibre, c'est bras libre. Ça fait travailler les conjoints, ça fait travailler les enfants, parce que, ou alors on porte en bandoulière, ou alors, regardez ce que je viens d'apprendre, j'étais encore à une inauguration d'antenne Parkinson à Nivelles jeudi. Et j'ai rencontré ce monsieur-là qui m'a dit, vous avez totalement raison, nous devons marcher avec nos bâtons de marche, hein, vous voyez. Mais porter alors, comment je fais pour porter? Alors vous avez le sac à dos, une solution. Et ce monsieur-là, ayant très mal au dos, a inventé, c'est M. Van Wellingen, du côté de Nivelles, il a inventé une sorte de harnais avec des roues. Il peut quand même faire sa marche en portant des choses avec lui, pas en sac à dos, mais voilà. Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose en bandoulière aussi. Ben voilà. Donc, la perte du ballon des bras vous condamne à balancer tant que possible vos bras naturellement ou avec des bâtons de marche, etc. Mais porter, je vous déconseille. Ça vous fait perdre l'équilibre progressivement. Tout ce que je vous dis, c'est progressivement. Quand vous rentrez dans le stade avancé, qui est déterminé de manière technique, 4 ou 5 prises de médicaments par jour, ben, c'est pas ce jour-là que tout s'aggrave. Ça va s'aggraver très lentement. Et là, on est parti pour 20 ans d'évolution. Hein. Mais très lentement. Alors, étape suivante, à part les mouvements automatiques qu'il va falloir gérer, parce qu'ils sont partis, c'est l'apparition de fluctuations, comme je vous ai dit, la perte de fait de fin de dose. Donc, au début de la maladie, on est bien content parce que même quand on prend dans la seconde partie de la lune de miel de la L-Dopa, Prolopa, pour dire quelque chose 3 fois par jour, je prends mon Prolopa matin, midi, soir et je me pose plus de questions, je fais ce que je vais promener, je vais nager, etc. Mais au stade avancé, la maladie de Parkinson, elle devient stressante parce que vous avez ces fluctuations dans l'après-midi et vous n'êtes jamais très sûr de pouvoir faire ce que vous voulez. Vous devez, les médicaments doivent être suivis. Il y a toujours un peu peur de pouvoir planifier ces activités par peur d'un blocage. Un blocage qui sont illustrés par ce dessin-ci. Donc, vous voyez, Parkinson en détresse parce qu'il a le coup de l'interrupteur, ce qu'on appelle le on-off. Bon, le coup de l'interrupteur, ça n'apparaît pas tout de suite. Dans un premier temps, vous avez, avant le on-off, qui apparaît ici, on va appeler ça le wearing off. Alors, on reprend, vous avez les neurones, je vais mettre debout parce que le petit truc rouge, j'en ai trop. Voilà, ici c'est ce qui vous reste en neurones.
Il vous reste, bon, bien sûr, j'en ai fait plus que les 20%. Il vous reste encore ici, au stade débutant, lune de miel, avec la dopa. Donc, dans la seconde phase de la lune de miel, on vous donne de la dopa et elle a un effet assez long de plusieurs heures. Pas de problème, on peut aller jusqu'à la dose. Puis, on perd des neurones. Donc, la dopa que vous allez donner, les neurones qui restent font ce qu'ils peuvent. Mais il est clair que dans une usine, si vous avez 100 machines, vous allez pouvoir faire un stock d'autant de matière. Et si vous n'avez que 20 machines, vous allez aller moins loin dans votre stock. Si votre stock est plus petit, ben, à l'utilisation, il faudra renouveler le stock plus souvent. Ce n'est que ça, parce que parfois on me dit « Ah, mais si je dois prendre plus souvent la dopa, c'est parce que je deviens addict ou il y a une sorte d'accoutumance au produit. » Pas du tout. Pas du tout. Il faut réfléchir en neurones restants. Et comme il y a moins de neurones, vous avez beau donner de la dopa, ils font ce qu'ils peuvent, ils vous font un petit stock. Comme le stock est plus petit, vous devez le renouveler plus souvent. Et on n'est pas encore vraiment en on-off ici. On va appeler ça wearing off. Le mot wearing veut dire en anglais épuisement. On sent un épuisement. Donc à la fin de la dose, on sent tout doucement que ça s'en va, que les forces s'en vont, que les tremblements reviennent, on redevient parkinsonien, mais lentement. Ça on va appeler ça le wearing off. Et au plus on avance, encore moins de neurones, et bien là ça va devenir le on-off, le truc de l'interrupteur. On peut en quelques secondes passer d'un état on à un état off. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que à ce stade-là, le seuil dyskinétique qui est encore assez haut au début de la maladie, donc au début de la maladie, vous pouvez prendre de la dopa sans, bon, il faut faire attention de ne pas en prendre trop quand même, mais on a une aisance pour ne pas aller chercher l'état dyskinétique. Mais au plus la maladie avance, au plus ce seuil diminue. Vous voyez, ce seuil diminue. Et donc on est plus vite en dyskinésie. Donc on est plus vite en off, on est plus vite en dyskinésie, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour vous, ça devient compliqué pour le médecin. Alors il faut aider le médecin. Et vous avez ce genre de petits diagrammes que vous pouvez remplir vous-même. Je pense que l'association peut vous donner des fascicules avec ça. Et donc, on part de 6 heures du matin à aller jusqu'à minuit, et vous me cotez votre mobilité, vos mouvements involontaires, donc les dyskinésies, et votre tremblement. Comme ça, je vais savoir à quel moment vous êtes en off, moins bien, et à quel moment vous êtes en dyskinésie, ce qui permet de gérer votre traitement sur 24 heures. Parce que quand vous venez à la visite, vous restez une grosse demi-heure avec moi, mais bon, moi je ne vous vois pas toute la journée. Donc il faut un moyen de me donner votre façon d'être de la journée. Alors ça peut être des dessins comme ça, ou bien vous m'écrivez votre petit laïus en disant ben, c'est vers telle heure que. Voilà, c'est important de se parler, de se communiquer, parce que le médecin ne sait pas du tout où vous en êtes, et à ce stade-là, chaque patient est encore plus différent qu'avant. Dans la lune de miel, on peut encore dire oui, les parkinsoniens sont tous différents, mais là, il y a encore une moyenne. Mais une fois que vous êtes au stade avancé, vous êtes tous différents. Tous différents, il n'y a pas de traitement. Donc ce traitement, il doit être fait sur mesure, en fonction des renseignements que vous allez me donner, et en fonction de ce que je vais voir pendant la visite. Et donc, vous avez cette fameuse ABAC à 2 entrées, c'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier à chaque consultation quelle est la bonne dose de dopa qui vous met en on, mais sans aller chercher les dyskinésies si je vous en donne de trop, ni être en on partiel si vous en prenez pas assez. C'est pour ça que parfois, on fait des gélules de dopa pour trouver les dosages intermédiaires. C'est surtout vrai pour le Prolopa, où vous avez 125-250. Et parfois, j'ai besoin d'un dosage à 90 mg. C'est à 90 mg que mon patient est bien. Alors, comment vous faites 90 mg avec des gélules à 120, enfin, des comprimés à 125 à 250? Parfois un peu compliqué. Mais on peut les prescrire en magistral chez le pharmacien. Et on demande au pharmacien, vous faites 90 mg, mais d'arriver parfois de régler à 5 mg près.
Les gens me disaient à 90 mg, docteur, je suis en dyskinésie. Mais à 80 mg, c'est pas assez. Bah, on fait du 85 mg. Donc là, on commence à rentrer dans des prescriptions très précises qui dépendent de nouveau de la communication entre vous et votre médecin. Donc ça, c'est la posologie idéale en dopage. Sur la partie inférieure, vous avez la durée du dose de dopage. Alors, je prends ma dopa ici au temps zéro, j'ai une bonne réactivité, et puis ça se termine quand ça se termine au bout de 4 heures, au bout de 3 heures, au bout de 2 heures. Tout ça doit être progressivement surveillé. Évidemment, ça n'arrive pas d'un coup non plus. Hein. Quelques années plus tard, vous allez me dire, oui, mais avant, je faisais 4 heures, donc 8, 12, 16, 20. Maintenant, 4 heures, ça devient long. Au bout de 3 heures et demie, je sens que je fais en fait, toutes les 3 heures et demie, puis toutes les 3 heures. Et très progressivement, on peut arriver à 2 heures, voire 1 heure. On ne descend pas en dessous d'une heure non plus, de bonne question qu'on pose. Le pire que j'ai vu, c'est une prise de dopage toutes les heures. Alors, donc, l'horaire des médications. Au plus l'affection avance, au plus il faut être strict, évidemment, avec l'horaire, parce que si vous ne prenez pas vos médicaments à l'heure, alors ça devient très compliqué de vous avoir bien. Il faut être strict avec la prise des dopages. Des dopages. Les autres médicaments, c'est un peu moins grave de ne pas être tout à fait à l'heure que la dopage. Il faut parfois même anticiper, si vous sentez que vous êtes dans la descente au plan moteur et que le médicament suivant est prévu dans une demi-heure, prenez-le un peu plus tôt, pour ne pas descendre trop bas dans le off. Parce que quand on descend trop bas dans le off, il est plus difficile de remonter. Il vaut mieux essayer de garder une bonne stabilité. Donc il faut éviter les réflexions du style « Ah, mais je ne vais pas prendre trop, un docteur, je ne veux pas prendre trop de dopage. » À un moment, il faut, parce qu'il faut alimenter son cerveau. Ou je vais économiser un peu. Chaque fois que vous faites ça, vous risquez de toucher le off encore plus profond, d'arriver vraiment au stade où il n'y a plus de dopamine fonctionnelle, et là, il faut le temps après pour remonter. Donc, ne jamais descendre trop bas, c'est rien. Ce qui ne veut pas dire d'en prendre trop. Attention. Alors, donc il y a un risque élevé de passer en phase off avec du mal à en sortir si on prend ces médicaments trop tard. Donc, toujours bien prendre à l'heure, heure déterminée, au cas par cas, à la consultation. À l'inverse, il y a des dyskinésies. S'il y a des dyskinésies, c'est qu'on prend trop ou trop souvent. À ce moment-là, on peut réduire la posologie pour ne pas monter trop haut en dyskinésie. C'est ce qu'on a vu ici. Hein, si vous faites des dyskinésies, si vous êtes dans la partie ici, la petite cloche là en haut, eh bien on réduit un peu la posologie pour rester en on. Ça, c'est du réglage aussi de consultation. Donc on va devoir changer d'attitude thérapeutique. Bon. Si au début de la maladie, le neurologue peut vous voir 1 fois par an, 1 fois tous les 6 mois, là, ce sera plus possible. Il faut se voir plus souvent pour régler. Parce qu'il y a des réglages importants à faire. Et logiquement, moi je dis que dans le stade avancé, il faut commencer à se voir tous les 3-4 mois pour être sûr qu'on a le bon réglage. À ce moment-là, on introduit aussi l'effet antiglutamate. On sort de la dopamine, comme vous voyez, et on vous met un antiglutamate. Avant, on utilisait beaucoup l'antiglutamate amantadine, Amandan, Mandadix, etc. On entend moins parler, il faut dire qu'il y a des effets secondaires chez les personnes plus âgées aussi, c'est mal toléré. Et donc, vous avez un nouveau, maintenant, ça s'appelle le safinamide, ou Xadago. Le Xadago, ou safinamide, qui est intéressant à ce stade-ci, parce qu'en dehors de gérer la dopa, il agit aussi sur le glutamate, qui commence à devenir trop important à ce stade-là de la maladie, et qui vous fait du tort. Donc, il faut avoir un anti-glutamate associé. Alors, on peut aussi jouer sur la longueur d'une dose de dopage. Et là, vous le connaissez avec le Stalevo qui est l'antacarpone. Alors, ce Stalevo combine donc du Prolopa avec de l'antacarpone.
L'idée d'antacapone, c'est qu'elle permet de rallonger un peu l'effet, je dis malheureusement un peu l'effet de chaque prise de Prolopa. On gagne une demi-heure, une heure. C'est bien, pourquoi pas. Pour pouvoir supporter l'antacapone, il y a des effets secondaires. Les urines sont très colorées, rouge-orange. On peut avoir de la diarrhée et on peut avoir plus de dyskinésie. Ça doit être aussi bien équilibré. Maintenant, on peut revenir dans les questions. On a trouvé une antacapone qui a une action plus longue, qu'on appelle l'opicapone. Vous voyez qu'on est dans la même gamme. Et l'opicapone est commercialisé en Allemagne depuis longtemps. Il vient d'arriver au Luxembourg, ça s'appelle Longentis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend ça de Longentis ici. Et là, il suffit de prendre de Longentis 1 ou 2 fois par jour et vous avez l'effet antacapone. Parce que l'effet antacapone, il nécessitait la prise du supplément d'antacapone avec chaque Prolopa. C'était quand même un peu tendu. Voilà. Pour dire qu'on avance un petit peu, la recherche vient de vous apporter ici un nouveau médicament qui n'est pas encore disponible en Belgique. Il arrivera réellement en Belgique. J'ai vérifié, il est assez cher. Pour une boîte de 30, on est à 160 € au Luxembourg. Chacun fait ce qu'il veut avec sa marche. Enfin, voilà, je vous le dis. Il faut aussi que les médecins belges apprennent à le connaître. Mais c'est quelque chose qui va arriver en Belgique pour rallonger un tant soit peu la durée d'effet du produit. Malheureusement, ce n'est pas des rallongements. On ne passe pas de 2 heures à 4 heures. On passe de 2 heures à peut-être à 3 heures. Ça dépend de personne. Quoi qu'il en soit. Donc, vous voyez qu'on a des médicaments à introduire, en plus des premiers qu'on utilisait au début de la maladie. Mais de toute façon, il faut faire un changement à la fois. Ça, c'est une règle pour le neurologue, parce que si je vous change, vous venez à la visite, je vous change 2-3 produits, après vous allez dire, oui, mais ça ne va pas. Bon, puisqu'on l'a fait, c'est à cause de quoi que ça ne va pas. Donc, il faut bien être réglo, je dirais, de faire un changement à la fois, c'est plus scientifique. Je change ça, je vois que ce que ça donne chez vous, on se revoit, on change ça, et on avance comme ça. Alors, il faut aussi apprendre à gérer l'imprévu. Parce que les on-off, au début, ils sont assez simples parce qu'ils interviennent X heures après la prise de médicaments. Quand votre stock de dopamine s'arrête, bouf, vous tombez en off, de manière plus ou moins calme, comme on a dit tantôt, wearing off, puis on-off. Mais il faut savoir qu'avec la maladie qui avance, on peut aussi avoir des off imprévisibles. Ça vous tombe dessus, alors que théoriquement, vous ne devriez pas avoir le off avant, on va dire, 2 heures de la prise de médicaments. Paf, il y a un off qui arrive. Ça, c'est dû aux récepteurs à dopamine qui deviennent de plus en plus fragiles, qui commencent à ne plus bien marcher. Et ils vous mettent en off sans raison. Il n'y a pas de raison parce que vous avez pris votre médicament, mais quand même, c'est en off. Donc ça, c'est encore plus compliqué. C'est une maladie bien évoluée, mais je dois vous le dire, on est dans le stade avancé. Voilà. À ce moment-là, il faut quand même savoir se gérer pour gérer l'imprévu. Et là, il y a toutes les explications qu'on peut donner en consultation. Si vous êtes off, faites ceci. Hein, un petit supplément de dopa dispersive, généralement, c'est celui-là qu'on utilise, parce que vous pouvez le prendre en bouche, il fond en bouche. Il y a moyen de le laisser résorber par la langue, et il a une action plus rapide. Maintenant, vous avez les fluctuations dues à la friction, c'est tout ce que je viens de vous dire, les on-off, etc. C'est la dopa qui ne suit plus bien avec des neurones qui ne sont plus suffisants. Mais il faut savoir que le parkinsonien, il a encore d'autres fluctuations qui vont se rajouter. Les fluctuations dues au froid, dues à la faim, dues à une fatigue, un manque de sommeil, dues à une certaine fébrilité, anxiété, stress, émotion, ou le freezing. Tout ça, ce sont maintenant à traitement égal. Vous avez encore d'autres fluctuations qu'il faut apprendre à gérer. Donc, rentrer dans le Parkinson avancé, c'est fait pour travailler son cerveau. Soi-même et son conjoint, les deux proches, pour dire mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire. Il faut beaucoup réfléchir, parce que les fluctuations, elles peuvent être liées
au médicament ou être hors médicament. La dernière personne que j'ai encore vue ce matin m'a typiquement décrit du freezing d'ascenseur. Chaque fois qu'elle arrive devant un ascenseur, elle bloque et c'est plus avancé. Parce que la porte de l'ascenseur, c'est quelque chose qui la, psychologiquement la bloque, ça veut dire un traitement tout à fait bien équilibré devant une porte d'ascenseur, elle freeze. On appelle le freezing. Donc là, il faut apprendre à gérer ça, c'est hors médicament. Psychologiquement, avec le kiné, répéter, etc. Éviter le médicament. Donc il faut travailler l'émotivité importante des patients parkinsoniens. Ça, c'est sûr que le parkinsonien est quelqu'un de plus émotif qu'en moyenne. Pourquoi? Parce que les noyaux de la base où se termine la dopamine, le travail de la dopamine, est tout près du lobe limbique, qui est le lobe où nous concentrons nos émotions. Donc le parkinsonien est très émotif et tout ça interfère encore dans les fluctuations. Donc il faut apprendre à gérer ça et il faut que l'aidant proche apprenne à gérer cet aspect émotif. Parce que si l'aidant proche est au contraire houspilleur en disant bah, il y a 2 minutes tu marchais très bien, alors pourquoi tu marches plus maintenant? Ça va pas ça. Vous allez encore plus faire flamber l'émotivité. Donc l'aidant proche, il doit être quelqu'un de très calme, de très au courant des choses, de très observateur en disant ah ça t'arrive parce que tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait là, ou parce qu'il s'est passé ceci. Donc très important à ce stade-ci du Parkinson avancé, l'importance de l'aidant proche. Hein, le Parkinson, ça se vit à deux, vraiment à deux à ce moment-là, parce que tout seul, ça devient un peu compliqué de tout gérer. Il y a tellement de choses à gérer qu'on est. Donc l'effet on-off, on en a déjà parlé. Non donné car effet clinique fort brusque, le truc de l'interrupteur, je vous ai présenté le waking off avant, perte d'effet de fin de hausse, d'accord. Alors, ça s'aggrave lorsqu'il y a en plus imprévisibilité due à la fragilité des récepteurs, donc nécessité d'un traitement bien équilibré, bien suivi, et de l'éducation thérapeutique, qui fait partie de mes bouquins là-bas. Parce que personnellement, moi j'ai beaucoup développé ça, d'autres ont développé les aspects chirurgicaux, etc. Moi j'ai dit, ce qui compte, ce qui pour moi, la quatrième axe du Parkinson, bon, il y a 1, les médicaments, 2, la chirurgie, 3, tout ce qui est paramédical, kiné, logopédie, nutrition, etc. 4, éducation. Surtout dans cette partie-ci, Parkinson avancé, il faut savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Et ça, éducation. C'est la plus-value à ce stade-là. Alors, viennent se rajouter les troubles non moteurs. Là, on sort donc de tout ce qui est moteur, on rajoute des problèmes dans le système autonome, l'hypotension prostatique, toujours prendre la tension artérielle d'un patient parkinsonien debout, parce que c'est la plus basse. Si vous mesurez la tension assis, il a peut-être 14 assis, il se met debout, il n'a plus que 9. Et si vous n'avez pas mesuré le 9, vous allez dire tout va bien, allez-y pour y courir, et puis il s'écroule 10 mètres plus loin, parce que sa tension suit pas. Donc toujours prendre la tension debout, c'est celle-là qui compte parce que c'est celle-là qui vous porte. Autre système, trouble du système autonome, c'est les sudations, sur lesquelles on ne sait pas faire grand-chose. Beaucoup de courage aux aidants pour laver le linge, etc., donner un bain quand il faut. Les sudations, souvent c'est un manque de dopamine, mais ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait pour le contrôle des sudations. Troubles digestifs, digestion lente, constipation relative. Troubles vésico-sphinctériens, urgenturie, incontinence. Troubles cognitifs, diminution de concentration, bien plus que de mémoire. Souvent on me demande ah, je perds la mémoire. Donc, non, vous ne perdez pas la mémoire. Vous n'avez pas de mémoire parce que vous n'êtes pas concentré sur ce que vous devez mémoriser. Il n'y a pas mémoire s'il n'y a pas concentration. Or, on a dit tantôt, hein, une des choses importantes que fait la dopamine, à part le moteur, c'est la concentration. Le parkinsonien, avec moins de dopamine, il est moins vite concentré, il perd vite la concentration, un peu comme les enfants TDAH, ils sont vite distraits et du coup, le cerveau travaille moins bien. Mais c'est pas pour ça que c'est une maladie de la mémoire, c'est une maladie de la concentration.
faut faire des efforts de concentration, il faut savoir aussi arrêter. J'ai travaillé un quart d'heure sur mon PC, je sens que ça va plus trop, je fais autre chose. Avant, je pouvais rester 1 heure sur mon PC. D'accord? Avant. Non, on fait autre chose, on revient, on travaille un quart d'heure à la fois, on s'adapte. On s'adapte, sinon, ça ne va pas aller. Alors, il y a les troubles psychiatriques d'hallucination, de délire, voire de démence. La démence dans Parkinson est très rare, heureusement. Et vraiment, en fin d'évolution, 20-30 ans de maladie, quand ça arrive. La fatigue, bien sûr, l'arthrose et les douleurs en off. Type sciatique, il y a des gens qui, en période off, ont des douleurs. Vous prenez de la dopa parce qu'il faut sortir du off et la douleur disparaît. Donc voilà un trouble non moteur, c'est une douleur, mais qui est directement liée à la situation. Et donc ça, c'est une vue de cette évolution de la maladie de Parkinson de nouveau, avec donc au départ, comme je vous ai dit, des troubles prémoteurs, style constipation, etc. Puis on fait le diagnostic, les troubles moteurs sont là au début, et au plus on avance, on rentre dans la partie avancée ou tardive du Parkinson, les fluctuations apparaissent, et puis vont apparaître d'autres symptômes, la dysphagie, difficulté d'avaler, l'instabilité posturale, les symptômes urinaires, l'hypotension, enfin tout ce que je viens de vous dire, où il y a là un continuum, mais qui est différent d'une personne à l'autre. Hein. Ça, c'est tous différent. Les lésions dans le cerveau sont très différentes, et c'est au médecin que ça rend. Donc, on avance dans cette prise en charge de quelque chose de compliqué, et on va voir qu'à ce stade-là, eh bien, il faut faire des compromis. C'est fini de dire je suis en lune de miel, je fais ce que je veux avec ma maladie. Non, là maintenant, on va devoir faire des compromis en visant la qualité de vie. Donc ce n'est plus la qualité motrice, ce n'est plus marcher, courir comme je veux. Non. Là, on va réfléchir à faire les choses bien et à se donner plus de temps de repos, etc. On fait des compromis par rapport à une vie super agréable, mais on vit sa qualité de vie. Alors la maladie a fort évolué, il ne faut pas oublier que l'âge évolue aussi. Parfois on dit c'est ma maladie qui évolue. Oui, mais enfin, attention, votre âge évolue aussi en parallèle. Hein. Parfois pas toujours tout mettre sur la maladie. Alors la sensibilité aux effets secondaires devient de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de neurones dans le cerveau et aussi parce que votre cerveau, globalement, vieillit. Vous ne perdez pas que les neurones à dopamine en vieillissant, vous perdez d'autres neurones aussi. Pour rappel, les 40 000 neurones par jour. Donc on perd des neurones un peu dans tous les coins. Et donc à un moment, on ne peut plus donner autant de médicaments qu'on voudrait. Hein? C'est vrai que le parkinsonien, ça passe ou ça passe. Au début de la maladie, on commence avec très très peu de médicaments. Et puis on monte, un par jour, je parle du DOPA, un par jour, 2 par jour, 3 par jour, 6 par jour, 7 par jour. Et puis à un moment, on arrive là à un sommet. Et il va falloir commencer à diminuer. On va devoir diminuer. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'est plus capable de recevoir des charges de DOPA ou d'autres médicaments en parallèle aussi importantes qu'au début de votre maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de neurones à dopamine et vous perdez aussi des neurones ailleurs. Ce qui fait qu'on ne peut plus vous donner autant de médicaments. Ça, parfois, les patients sont étonnés. Enfin, docteur, avant, jusqu'ici, vous augmentiez les médicaments, donc on va continuer d'augmenter. Ben non, là, vous allez droit dans le mur si vous continuez d'augmenter. Il faut savoir à un moment, avec votre médecin, vérifier le bon moment où on commence à diminuer le nombre de médicaments. Ah oui, mais si on diminue le nombre de médicaments, je vais savoir moins bouger, moins ci, moins là. Question de compromis. Compromis, qualité de vie. Est-ce que vous voulez prendre beaucoup de médicaments, avoir des dyskinésies, avoir des hallucinations et des troubles du comportement? Ou bien on prend quand même un peu moins de médicaments pour éviter ces effets secondaires-là, mais on doit marcher avec un rollator, etc. On arrive à un moment où il faut faire des compromis de manière sérieuse, et c'est pour ça que vous avez besoin de votre participation. Et qu'il n'est pas question qu'un médecin vous dise maintenant, à partir de demain, vous marchez au rollator. Invraisemblable, ça. On discute ensemble, et on voit qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, pas accepter, etc., y compris le conjoint, bien entendu, les dents proches. Tout ça, ça devient de la gestion.
Vous vous rendez compte, les consultations d'un quart d'heure. Donc, ça, quand j'étais à l'hôpital, à un moment, on m'a dit, docteur, ici, consultation, c'est un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il faut 3 consultations par heure pour le service. Là, il faut quand même être honnête quelque part. Vous êtes dans un système où la consultation d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est plus possible. Parce qu'il va falloir gérer beaucoup de paramètres, prendre votre avis, prendre les bonnes décisions au bon moment, etc. Oh, j'ai tout foutu. On ne peut plus avoir un effet moteur intéressant sans induire des effets psychologiques ou des effets hypotenseurs. Et donc, voilà, on est dans un compromis. On doit dire, bon, on prend un peu moins de médicaments, mais on vise surtout tel ou tel truc. J'ai mis ici autonomie et sécurité, sont quand même des choses opposées. Ouais, docteur, moi je veux mon autonomie, je veux savoir tout faire, etc. À un moment, c'est plus possible, si vous perdez la sécurité. Sécurité psychologique, sécurité, vous allez trop vite, etc. Exemple que je donne à ce stade-là des choses, si toute votre vie vous vous êtes levé, vous avez démarré immédiatement en marche, il arrive un moment, pour des raisons de sécurité, vous devez dire, d'abord, j'écarte bien mes pieds avant de me lever, pas me lever pieds joints, j'écarte mes pieds, je me lève, pause. Je me prépare à marcher, et puis j'attaque du bon pied avec mon talon pointe. Et ça, c'est sécure. Partir comme une balle, c'est plus sécure avant. Il faut savoir le dire. Pour autonomie et sécurité, à un moment, il faut réfléchir. Alors, rollateur, mieux que béquille. Béquille ou canne, une. Je veux dire que une, je devrais retirer le S. Pour moi, ah non, quand vous avez au début des troubles d'équilibre besoin d'un appui supplémentaire, ok pour une canne. D'un côté, forcément, côté qui vous plaît mieux. À partir du moment où on dit, moi, il faut 2 cannes, en dehors des cannes de marche, etc., bah, généralement, on fait des scrims avec les 2 cannes et on risque de tomber. Beaucoup mieux le rollator. Le rollator est vraiment une très belle découverte qui a été faite il y a X-temps, hein, qui permet non seulement d'avoir un double appui, qui permet d'avoir l'appui devant et pas latéral, et qui vous permet de pouvoir transporter quelque chose. Ici, c'est le dessin d'une décette. Mais bon, le rollator, comme il y en a là, il y a des petits baquets, et donc voilà, je me tiens et je roule avec ça. Attention, quand vous lâchez les mains, l'instabilité de l'arrière aussi. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'appui antérieur au rollator. Sur une canne, parfois, on met la canne sur le côté et on part quand même en arrière. Voilà. Donc, ne pas oublier cette autre grande règle du Parkinson, qui est que tout ce qu'on vient de dire sur la dopamine, la substance noire, le striatum, tout ça se joue, n'est jamais que là. Comment le mouvement, c'est les muscles. La dopamine n'a jamais créé un mouvement, sauf peut-être exagérément dans la dyskinésie, si vous voulez, mais pour faire un mouvement, il faut du muscle. Donc c'est très important, par exemple, on le fait. Si vous n'avez pas assez de quadriceps, vous pouvez prendre autant de dopamine que vous voulez, vous ne vous lèverez pas. C'est le quadriceps qui vous voulez. Donc n'oubliez pas qu'à côté de tout ce qu'on vient de dire au niveau des médicaments, il faut quand même vérifier l'état musculaire des patients. Et ici, je prends mesure sur un quadriceps. Et je fais ça de temps en temps pour montrer aux gens qu'ils n'ont plus assez de quadriceps et qu'ils ne sauraient pas se lever avec des quadriceps aussi fins. Et qu'ils doivent faire des efforts, pour gérer ça. Entre autres par le vélo fixe, qui est un très bon moyen de faire des quadriceps. Et tu as vu les quiz des coureurs à vélo, qui a des Tours de France, allez voir des quiz là. Il faut un peu se faire ça. Je dis généralement, quand il fait bon, vous allez promener, vous faites travailler vos mollets. Quand il fait mauvais, ce qui arrive quand même à peu près un jour sur 2 en Belgique, vous restez à l'intérieur et vous faites votre vélo fixe. Et comme ça, vous avez un bon équilibre. Quadriceps, mollet. Mais il faut travailler les deux. Il faut travailler l'équilibre aussi, en faisant du tai chi. Il faut aussi travailler la voix, le rythme, ça c'est important. Travailler, c'est vrai que le Parkinson,
C'est une maladie liée au travail. Alors on termine tout doucement. Pas que je vous dis, pas ça va, on a une heure de route là. Bah oui, alors en dehors des médicaments, il y a les chirurgies. On est d'accord. Qui peuvent effectivement vous apporter du bien parce que vous êtes au stade avancé, vous commencez à prendre 4, 5, 6, 7 fois de la prolopa par jour, 5 plus le reste. Et vous dites, ben, est-ce qu'il n'y a pas autrement moyen de stimuler mon niveau de dopamine de manière continue, parce qu'il faut que ça soit continu. Donc vous avez les chirurgies de stimulation continue, hein, avec la première, la DBS, Deep Brain Stimulation. Donc là, ils vont mettre des électrodes dans le cerveau, avec un petit pacemaker ici, et l'électrode, elle distribue du courant dans votre cerveau. Elle fait du courant. En distribuant du courant, elle fait travailler les neurones à dopamine. Mais encore une fois, ce n'est pas comme si vous étiez un cerveau tout à fait sain, avec un contrôle complet du travail neuronal. Ici, on stimule. Ce qui est bien, mais qui n'est pas la guérison non plus. Il faut savoir que quand vous mettez la chirurgie, le meilleur état homme, c'est-à-dire que quand vous prenez vos médicaments, vous dites, là, maintenant, je suis super bien. Ne fût-ce qu'une demi-heure, une heure, mais là, je suis vraiment super bien. C'est votre meilleur état homme, ben, la chirurgie ne fera pas mieux. Mais elle vous le fera de manière peut-être plus longue. Il y aura moins de fluctuations, avec moins besoin de médicaments directs. Environ 50% de réduction des médicaments au minimum. Plus de 50%, je suis d'accord. Mais attention, à la chirurgie, il y a aussi des effets secondaires, parfois vocaux, sensoriels, émotionnels, en fonction de la position de l'électrode. Donc il faut faire ça à des endroits où on fait ça très bien. Parce qu'au millimètre près, l'électrode peut vous donner des effets secondaires. Autre chirurgie, c'est l'infusion duodénale de L-Dopa. On vous met une petite cassette avec de la dopa dedans et ça passe par la peau du ventre pour aller dans votre estomac et puis votre duodénum. Et là, on donne de la dopa de manière régulière. C'est une façon de faire, bien sûr. Il faut vivre avec cette pompe-là. Alors nous, on avait beaucoup développé la pompe à infusion sous-cutanée d'apomorphine, parce que l'apomorphine est un produit dopaminergique. Ça n'a rien à voir avec la morphine, sauf le nom. Mais apomorphine est un produit comme de la dopa, même plus puissant, malheureusement, d'action courte. Et donc, quand on met les gens sous apomorphine, on a une action d'une heure. Il fallait vraiment la pompe pour que ça soit durable. Et maintenant, c'est remplacé tout doucement par la perfusion subcutanée de dopa. On appelle progliodopa, mais là, ça vient juste d'arriver en Belgique. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de retours pour vous éclairer là-dessus. Si quelqu'un a ça ici, je vais mettre en discussion. La chirurgie, voilà, on vous met des électrodes dans le cerveau, c'est une assez grosse opération. Ça se fait quand même depuis 2000, maintenant ça a 25 ans de plus. Ça, c'est la pompe qui va dans votre estomac et dans votre duodénum. C'est généralement bien toléré. Il y a des gens qui sont très actifs avec ce genre de pompe. Simplement, il faut mettre la pompe en route le matin et vivre avec. Ça, c'est les petites pompes à apomorphine ou à diazépam. Voilà. Donc, trucs et suggestions pour soulager la vie quotidienne. Il faut y réfléchir. Rappelez-vous la première citation où il y avait le mot créativité. Vous comprenez pourquoi vous êtes tous différents et que vous devez chacun trouver votre solution à tel ou tel problème. Et ça passe beaucoup par la créativité. Créativité des soignants, des kinés aussi, des logopèdes, etc. Tout le monde doit vous aider à trouver vos solutions idéales. Éducation thérapeutique, apprendre à connaître la maladie et toutes les petites astuces qu'on peut avoir pour dire d'améliorer. Et on compte beaucoup, nous, au niveau médical, sur l'intelligence artificielle, parce que c'est en train de développer pas mal de petits matériels. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Après être passé ici sur le petit fascicule que j'ai publié à l'association Parkinson de Namur, voilà, qui reprend en gros tout ce que je viens de vous dire, mais voilà, en 50 pages, 50 petites pages. Alors, pour la voix, qui est un problème aussi dans le Parkinson avancé, la voix faible. Alors, je vous rappelle que les positions comme ça, c'est ce
qu'il y a de plus mauvais, parce que là, vous bloquez vos poumons. Donc, toujours bien ouvrir le thorax et avant de parler, respirer à fond. Et savoir faire, par exemple, un numéro de téléphone, c'est pas 0497, on n'entend plus rien à la fin. C'est 0497 71 98 04. Et là, votre auditeur vous prendre son temps, respirer et parler fort. Voilà. Pensez à l'ampliation thoracique. Alors, il y a des cas où, malgré tout, on n'y arrive plus. J'ai plusieurs patients qui sont devenus vraiment aphones. Et là, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle. Vous voyez, cette dame, elle est photographiée dans mon bureau. On peut voir sur la diapositive. À distance comme ça, moi, j'entends rien de ce qu'elle me dit. Pourtant, elle est à 1 mètre. Et donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir un petit microphone, vous voyez le petit microphone qui est là, et là, un petit émetteur là. Et l'émetteur donne sur 15 mètres, c'est quand même pas mal. Vous pouvez avoir madame à l'étage, vous êtes en bas, elle parle dans son micro, vous entendez pile poil ce qu'elle vous dit. Vous voyez, ça c'est, on commence avec l'intelligence artificielle aussi à améliorer certains symptômes, et on redonne la voix. Avant, on était même arrivé à faire des petites tablettes où les gens tapaient et puis faisaient écouter ce qu'ils disaient. Ici, il y a mieux quand même. 15 mètres d'autonomie, c'est pas mal. Voilà. Donc, toute l'importance de l'aidant proche. Alors ça, ici, je ne vais pas, en plus, il y a eu un bon travail, on ne va pas développer tout, aider les dents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aide les dents proches, parce que les dents proches, lui, surtout avec un patient parkinsonien à la maison, il n'avait pas demandé ça. Il n'était pas du tout prêt à ça. Hein. Sachez que votre aidant proche, vous devez avoir beaucoup de respect pour lui aussi, parce qu'il est là à côté de vous, vous lui avez apporté Parkinson d'une manière ou d'une autre, il est bien obligé d'accepter, mais il n'était pas médecin, pas du tout programmé à vivre avec un parkinsonien. Donc il doit apprendre, il doit faire des efforts, il doit s'adapter à vous, etc. Donc j'ai une conférence, peut-être pour une prochaine fois, qui s'appelle Aider les dents. Parce qu'on se rend compte que souvent les aidants proches sont démunis, ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec le patient parkinsonien ou d'autres maladies aussi. Donc il faut résister, il faut conseiller, il faut soutenir. C'est les trois mots importants pour un conjoint, un enfant, un neveu, une nièce. Hein, ils doivent apprendre à connaître la maladie, à réagir correctement, d'autant plus que nous sommes en situation de Parkinson avancée. On se termine par les troubles cognitifs, on l'a bien dit, c'est surtout les troubles de concentration. Donc répéter tout haut, écrire et faire de la gym cérébrale, donc vous croisez les mots fléchés. Ce que j'aime bien, moi, c'est ce qu'on appelle la lecture approfondie, c'est-à-dire vous lisez un livre, une revue, un journal, et vous avez le diagnostic, le dictionnaire à côté de vous. Et dès qu'il y a un mot que vous ne savez plus trop quoi, vous êtes au dictionnaire dans la seconde. Trop souvent, on dit « Oh oui, j'irai voir au dictionnaire tantôt ce que ça veut dire. » On ne le fait jamais. Donc, il faut avoir le dictionnaire à côté de vous et travailler avec le dictionnaire. Voilà, très important, le dictionnaire. Freud avait dit ça aussi. Le dictionnaire, c'est la base de la connaissance. Alors, je termine par un sourire qui vous dit que il faut toujours réfléchir dans la créativité. Voilà. Nous sommes à la Côte d'Azur, comme vous voyez, il fait bon, on est sur le sable. Ils ont aussi, comme maintenant en Belgique, des handiplages. Quand vous êtes relativement handicapé, vous avez une plage, une partie de plage qui vous est dédiée, et vous avez du personnel qui est là pour vous aider. Et donc ça, c'est une de mes patientes qui me dit « Ah bon, on est à la Côte d'Azur ensemble, et venez me dire bonjour à la plage d'Antibes. » Et donc, je vais à Antibes, c'était au mois d'août, et je la trouve comme ça. Voilà. Elle est en chaise, elle ne s'est pas bougé beaucoup. Vous retrouvez la diapositive de tantôt, le tout en flexion. Et on voit qu'elle est quand même bien bloquée, bien marquée. Elle dit, vous allez voir quand même, je ne prends pas de médicaments, je vais dans l'eau et on va voir. Et donc, effectivement, elle demande à la dame qui assiste là-bas de l'amener au milieu de la Méditerranée. Là, il y a maximum 1 mètre de profondeur. On est en plein été, il y a 26, 27, 28 degrés dans l'eau salée.
Et au bout de quelques minutes dans l'eau salée, voilà ce qui se passe. Elle se met debout, elle est souriante, elle a trouvé une certaine mobilité. Hors médicaments. Vous voyez, toujours chercher sa petite solution, ce qui fait du bien, etc. Voilà, je termine là-dessus, et si vous avez des questions, d'un moment.